Bonsoir et bienvenue à cette édition. Les titres. Des directeurs d'écoles primaires publiques sont relevés de leurs fonctions. À travers une note, le ministre des Enseignements maternels et primaires a publié la liste des concernés au nombre de 18. Des précisions dans cette édition. Les hommes des médias ont été entretenus ce vendredi par le député Orden Aladati sur le bien fondé du parrainage des candidats à la présidentielle de 2021. C'était au cours des causeries de Café Média Plus. À découvrir également dans cette édition l'importance de l'autopurification avant le démarrage de l'année 2021. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à Esaü. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À Esaü Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esaü.bj/esaü2019 ou renseignez-vous à Esaü Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à Esaü Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à Esaü, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. Esaü, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Bonsoir à toutes et à tous. 18 directeurs d'écoles primaires publiques viennent d'être déchargés de leurs fonctions. C'est par un arrêté en date du 10 décembre 2020 que le ministre des Enseignements maternels et primaires a rendu public la liste des directeurs d'écoles déchargés de leurs fonctions. À noter que le dit arrêté ne donne pas de précision sur les motifs de cette décision à leur encontre. Le Café Média Plus de ce 18 décembre 2020 a reçu le député Orden Aladati. Le communicateur a entretenu les journalistes présents sur le bien fondé du parrainage pour les candidats à la présidentielle du 11 avril 2021. Suivez un extrait de ses propos. Vous pouvez maintenant faire la conclusion. Dans ça, nous avons vu un opposant et demi. Parce que j'ai concédé rouler opposant. C'est où doit aller? Je n'ai pas vu un second. Agrégé 278 sur 1,5. Donc, vous parlez de consensus. C'est pour vous dire quoi? La plupart des partis politiques existants avant la réforme sont dans la réforme et accompagnent la réforme. Ce n'est pas parce que Yahi Boni et Nicéphore Soglo ne sont pas d'accord qu'on va dire que ce n'est pas consensuel. Parce que le consensus ne veut pas dire l'unanimité. Exemple, le PCB n'était pas à la conférence nationale. Ils ont combattu la conférence nationale, ils ont combattu la constitution de 1990. Ça s'est appliqué aux Béninois. Moi, je n'étais pas d'accord avec Yahi Boni. Il a fait la lépiche, je n'étais pas d'accord. Le chaos de 2011, les valises sont venues ouvertes, la Cour constitutionnelle a, comme je me suis plié. Donc, ce qui parle de consensus, c'est une donnée technique que je vais vous donner. C'est la réforme. Parce que quand je vais faire mon développement, vous allez dire que ce n'est pas consensuel. J'ai fini par vous dire que c'est consensuel. Ça passe parce que talon à la majorité de la classe politique. Et quand vous allez au Parlement, soit 2007, 2008 en cours, là, vous allez voir que la plupart des députés, ils ont été députés déjà
où ils ont été maires ou conseillers déjà, où ils ont été ministres déjà, c'est les politiques passées qui sont là. Il a un grand consensus national autour des réformes. Certains ne sont pas d'accord, nous sommes d'accord, nous respectons. Mais faut-il, parce que certains ne sont pas d'accord, ne pas y aller? C'est le premier point que je mets. Je vais mettre un second point pour venir à vos sujets. Vous avez vu ce document-là? Vous avez dit que je suis président de la commission de loi. J'ai été l'un des rapporteurs. Non? Oui, c'est le rapport. Tous les partis qui ont été au dialogue ont eu ça. Voilà les signataires. Ici, vous allez voir 12 signatures. Et puis après, on voit Charlemagne, PAID, Seibou Toleba, UDBN, Claudine Afiavi, UDBN, Toleba c'est FCDB, Gilbert Eda, c'est plus un des partis qui sont réclamés de l'opposition là, Paul Humpé, FCB, Abraham Zizirope au nom de l'UP, Mechaï Léontine pour Moël et Jean-Michel Aboumbola pour le BR. J'entends sur les réseaux sociaux, dans certains médias, qu'on n'a jamais parlé de parrainage là-bas. Vous attendez ça aussi comme moi. Le grand 1, c'est la cérémonie d'ouverture. Le grand 2, le déroulement des travaux. Le grand 3, les discussions proprement dites. D'accord? Et dans les discussions proprement dites, nous avons grand A, les points de consensus. D'accord? Et dans les points de consensus, au sujet du toilettage de la charte des partis politiques et du code électoral, ce que nous avons convenu. Deuxième niveau, au sujet de la poursuite du renforcement du système partisan et du processus électoral aux fins d'assurer la prépondérance des partis politiques, nous avons les participants convenus de 1. L'institution des élections générales, dont les modalités d'organisation sont convenues. Cependant, il faudra veiller à ne pas coupler les élections présidentielles et les législatives. B. En exclut pour le moment les élections locales. Petit 2. L'institution du parrainage des candidats aux élections présidentielles par des élus nationaux et ou communaux. Les modalités et le contenu de ce parrainage restent à convenir. Point 3. L'accélération du processus du vote de la loi sur le financement public des partis politiques. Point 4. Prévoir le financement de tous les voilà. C'est le rapport du dialogue. Donc dites à ceux qui disent qu'on n'en a pas parlé au dialogue politique que c'est faux. Et ceux qui ont convenu de ça et signé, c'est les 9 partis qui étaient, sauf les 2 qui ont boycotté. Question d'étape, parce que 2 ont boycotté, on ne va pas mettre en œuvre. Non, on va mettre en œuvre. Le député Orden Aladati a par la suite démontré l'adhésion de toutes les tendances politiques au processus de réforme du système partisan en cours. Suivez un extrait de son argumentaire, des propos recueillis par Carles Kitome et Jean-Didier Esseka. La charte des partis politiques n'est pas de la 8e législature, de la 7e. Votée à l'unanimité des députés moins 2. Donc on était d'accord. Le processus qui a permis donc de valider la charte est connu. Ce problème était agité même avant que Patrice Talon ne vienne au pouvoir. Pas de problème par rapport à ça. Si vous prenez le discours d'investiture du président Humbedji, il disait, bon, dans ce pays, il faut qu'on parvienne à 3 à 4 partis qui sont des partis forts, représentatifs, qui bénéficient du financement public. 2015, Talon n'était pas au pouvoir. Sur le fond et donc la vision, on n'a pas de problème. Si vous prenez l'Union fait la nation, dans cette déclaration, bien avant, ils avaient dit les mêmes choses. La société civile, les mêmes choses. Mais comment on y parvient? C'est là où le bas blesse. Quand moi j'étais à l'université, le président Dossou Robert est venu, multipartiste intégral. C'est lui. Il y a eu des voix pour dire d'encadrer cela. Il dit non, avec le temps, ça va se dissiper, c'est ça, Robert Dossou a dit. Mais 30 ans après, rien n'y fit. Nous allons rester comme ça. Et ce pays ne peut pas se développer tant que la classe politique est comme ça. La corruption, tout s'est entretenu là, au cœur de la classe politique. Ce qu'on avait, c'est un parlement fragmenté. Chacun qui est authentique dans son village se bat et se représente là-bas. Donc il y a une discipline de corps ni rien du tout. Vous élisez un président de la République, il a 10 000 interlocuteurs, avec des intérêts ondoyants divergents. Ça qui a donné le siège de l'Assemblée nationale.
Un ministre qui vient négocier une loi de la République, si tu ne me donnes pas un marché public, moi, je ne m'y associe pas. Avant la réforme, 278. Après, il y a une liste d'alliances de partis politiques déclarés, 19. Dans cette liste d'alliances, vous avez de tout, hein? La plupart des partis qui sont déjà listés dans les 278, qui se réunissent, vous voyez, nous avions cet amalgame-là. Au moment où on allait au dialogue politique, quand je quitte les 278 partis, où je vous ai déjà démontré la masse de ceux qui adhèrent à la réforme, je dis ceci, il y avait 11 partis régulièrement constitués. 11. Il y en a 2 qui ont refusé d'y aller. Le premier, c'est le parti RE. Le second, je ne me rappelle pas. Qui ont refusé. Les 9 autres ont signé ce document. Voilà les signatures. Paraphées par chacun. Le ministre Alain Orunla a animé il y a quelques jours une conférence de presse au cours de laquelle il a présenté aux professionnels des médias le gain de la tournée nationale effectuée par le président de la République dans les communes du pays. Il a à l'occasion justifié et argumenté certains propos tenus par le chef de l'État qui ont fait polémique au sein de l'opinion, notamment dans le rang de ses détracteurs. Au cours de cette sortie médiatique, Alain Orunla a justifié le choix du gouvernement de maximiser les efforts pour la construction des routes dans le pays. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos. Je peux faire autant de développement pour ce qui concerne les routes, en reprenant cette expression que tout le monde connaît maintenant, à savoir la route du développement passe par le développement de la route. C'est répondant à cette logique qui, jusqu'à il y a quelques années, n'était qu'un vain slogan que le régime du président Patrice Talon, avec abnégation, s'est investi dans une construction effrénée d'infrastructures routières. À Cotonou, vous voyez les villes, les rues bitumées, c'est-à-dire qu'on relie chaque commune à l'autre, chaque arrondissement à l'autre, chaque rue à l'autre. Un double programme dit d'asphaltage, donc de bitumage de nos rues à l'intérieur des villes et de toutes les villes du Bénin, de la même manière qu'un développement, une extension du réseau autoroutier pour relier les localités les unes aux autres et préparer le transport efficace de ce que nous produisons dans nos différents greniers, dans nos différents bassins. Parce que vaut la production cotonnière, là où nous sommes devenus premiers, de Banikwara, si nous ne pouvons pas l'acheminer facilement vers Cotonou? Que vaut la production du riz dans la vallée ou ailleurs, à Bassila, si nous ne pouvons pas les acheminer facilement par voie de terre ou de fer et bientôt d'air? D'où l'importance d'investir dans ces infrastructures routières, sans compter évidemment le confort que ça nous apporte, du moins qui réduit les nuisances et l'inconfort que nous vivions avec nos hanches et nos reins qui étaient malades, nos véhicules qui étaient vite endommagés. Bref, ces investissements que nous qualifions de préalables pour lancer le développement étaient nécessaires et étaient coûteux. Nous avons parlé de l'eau, où plusieurs centaines de milliards ont été investis, quasiment 200 milliards de francs CFA en l'espace de 4 ans. Beaucoup plus que des investissements qui ont été faits dans ce sens avant nous, en 10 ans, où certains de nos prédécesseurs n'ont investi que 40 milliards pour amener l'eau potable aux populations. Eh bien, l'État aujourd'hui, en l'espace de quelques années, a investi près de 200 milliards pour permettre aux Béninois d'accéder à l'eau potable, à l'eau tout court, puis à l'eau potable. Et ceci est devenu une réalité, à tel point que on est passé d'un taux de couverture d'environ 40% il y a quelques années à 60-70% aujourd'hui, avec un objectif de couverture totale
à l'horizon 2022, c'est-à-dire 100% des ménages qui auront l'eau. Les investissements sont faits pour faciliter l'accès aux soins, l'accès à la santé, la réhabilitation des hôpitaux, la construction d'un hôpital de référence, puis un deuxième, puis un troisième, probablement, la dotation de notre système de santé, d'ambulances, d'équipements divers qui manquent, qui font que nous consacrions beaucoup d'argent aux évacuations sanitaires auxquelles nous ne sommes pas tous éligibles parce que dans ce système, il y a une discrimination inhumaine et cruelle à laquelle un terme a été mis parce que on consacre les ressources aujourd'hui aux hôpitaux qui pourront soigner, accueillir tous les Béninois dont la santé s'améliore. Quand on se retrouve à l'hôpital, c'est déjà pas une bonne chose, mais tout est mis en œuvre pour qu'on aille moins à l'hôpital, mais on doit en avoir de références qui permettent de prendre en charge en cas de maladie, c'est important. Il y a donc une politique d'investissement massif dans ces différents secteurs, éducation, santé, infrastructure, énergie électrique, eau potable, investissement dans les secteurs de la culture, du tourisme, dont le gouvernement fait le fer de lance du développement. Notre pays doit pouvoir tirer des avantages de son potentiel touristique, d'où un programme ambitieux qui permettra de drainer vers notre pays des millions de touristes. Et c'est pour cela que l'aéroport aussi est réhabilité. Il y a beaucoup d'investissements qui sont faits à ce niveau, que les réceptifs sont en cours de construction, réceptifs hôteliers, je veux dire, en cours de construction, de restauration pour d'autres, et on va en implanter de grands standings, que le parc de la Pendjari et le parc W sont réhabilités. La gestion est confiée aux spécialistes parce que nous voulons rendre attractive la destination Bénin avec l'installation d'une route de l'esclave, d'une route du coton, d'une route du vaudou, etc. Donc autant de projets touristiques qui permettront au Bénin de rentrer des devises. Restons dans le cadre de cette même sortie médiatique du ministre de la Communication et de la Poste et porte-parole du gouvernement. Il a à l'occasion défendu le bien fondé des réformes politiques et institutionnelles opérées par l'administration Talon depuis avril 2016 à nos jours. Je vous invite à suivre à nouveau le ministre porte-parole du gouvernement. Ce qu'il faut savoir, c'est savoir mettre les résultats en lien. Est-ce que ceci aurait été possible si nous étions restés sous notre ancien système de gouvernance? Que nenni. Évidemment, c'est là l'importance des réformes politiques. Parce que sans ces réformes politiques, on n'aurait jamais pu améliorer la gouvernance. L'ancienne gouvernance facilitait la corruption, l'impunité, la gabegie, le désordre, la pagaille. Et avec ça, on ne peut pas rationaliser notre économie, on ne peut pas entreprendre ce programme ambitieux qui a été déroulé en 2 ans et demi, 3 ans. D'où la nécessité impérative d'opérer ces réformes politiques et institutionnelles qui ont montré leurs résultats, leur efficacité, quand bien même elles n'ont pas été comprises tout de suite. Mais elles sont de plus en plus comprises. Et si vous souhaitez, on échangera là-dessus. Ces réformes qui ont permis de révéler des Béninois de type nouveau, comme l'a expliqué le président de la République, nous n'avons pas fait ce travail. Nous ne sommes pas parvenus à ces résultats qui ne sont pas la panacée. On n'a pas dit que le Bénin est totalement transformé. On a dit que c'est un autre pays. On n'a pas dit que tout est déjà achevé ou accompli. Mais c'est un bon départ, un bon démarrage, de bonnes bases, de bons préalables qui ont été posés. Mais ça n'a pas été fait avec des Chinois, avec des Burkinabés, avec des Ivoiriens, comme dit le président. Ça a été fait avec les Béninois, à qui on a inculqué de nouvelles habitudes. Les Béninois, nous,
qui commençons à avoir d'autres réflexes, des réflexes de développement, des réflexes de discipline, parce que sans la discipline, on ne peut pas parvenir au progrès. Des réflexes de bons citoyens, parce que tout ce qui a été entrepris et bâti ne l'a pas été avec de l'or, nous n'avons pas d'or. Ne l'a pas été avec du pétrole, nous n'en avons pas encore. Et d'ailleurs, le président de la République ne souhaite pas qu'il y ait du pétrole dans cette ambiance, puisque ça peut amener à la guerre, comme ça le fait dans d'autres pays, et il faut être suffisamment ordonné, discipliné, pour pouvoir gérer les fruits des réserves pétrolifères. Nous avons fait tout ceci avec nos propres ressources, c'est-à-dire les impôts qui sont collectés. Enfin, les impôts qui sont collectés, qui sont rationnellement collectés et rationnellement utilisés. Là également, la bonne gouvernance oblige à lutter âprement contre la corruption, parce que cette corruption facilitait le siphonnage de nos ressources qui ne pouvaient donc plus être consacrées au règlement des traitements des fonctionnaires, qui ne pouvaient plus être consacrées au service des dettes onéreuses que nous contractions et qui ne pouvaient donc pas être consacrées au développement de nos infrastructures, au développement des infrastructures socio-communautaires et de tout ce qui fait que la communauté des Béninois aille de mieux en mieux. Il y a donc nos ressources, essentiellement et exclusivement, qui ont permis d'aboutir à ces résultats modestes, même si c'est important dans le contexte de notre pays, parce qu'on essaye de rattraper un retard cumulé depuis de nombreuses décennies. Si autant avait été fait il y a 60 ans, on n'en serait plus là. Et on essaie de rattraper ces retards, c'est une constante que nul ne peut nier. Donc ça a été fait avec nos ressources, parce que nous sommes disciplinés. Et c'est en cela que le président de la République, dans son humilité, reconnaît que les progrès que nous avons engrangés sont le fruit, non pas seulement de son leadership, il est modeste, mais on le lui doit beaucoup, à son gouvernement, aux institutions, mais aux efforts du peuple béninois, grâce à qui on a réussi à avoir ces résultats. Donc le mérite doit être attribué à ce peuple, et nous passons évidemment par votre canal pour le faire savoir à chacun des Béninois, qui rend tout le monde fier d'appartenir à cette nation. Et le président de la République n'a raté aucune occasion de rappeler sa fierté d'être béninois. Il est allé même loin, constamment, en disant que s'il devait renaître, il souhaiterait renaître béninois. La divinité Ialomo est une divinité bienfaitrice. Jacob Roy-Doubé a hérité de cette divinité de ses arrière-grands-parents. Il en parle au micro de Jacques Maounou d'Almeida. Dago de Joao Numile Sinfodon, Yen Day Wedon, Yen Wedding, James in there. Yawamo Requodio, but Toy and Wazida Lomenu, Choboku. We are do Ijebuife, where raison de Petan Miller, Ijebuife, where Egosin, do a down bow, Tabole boy do Rewa, Ovina Bide no Kuda Gigi. Bon Tanule no Parapano J. De Wakubon Kudo, where Dagbo Ahon, Boy, H. de Profile di Vioria. E Canando Yidon. Et j'ai filé vaudon c'est clou non de temps trop école nous moni ko to bojué do mais des kodo mais play wa do et ni do n'était possible ka je boy c'est no ko body vi sinche to bouton ouais wa no te ba sin dale jiri wa cho bi ko gbe filé et non donc kaka jo wa vaudon et wa ko ton et ka wa ni do mais des do nous sin le we no we ton le vaudon Elisa support et tombe tento mane ambo e khumidi pile nous no akmodo fi e atengali le no khaya asiji e vodun ya lomo e no khaya sita mais ele do wi waye ton nouveau nous vi ton le bon non blo tenta je nko ndi do mi to mi ando ndo to gan ta o ko mere in beneville
Maintenant, bon, le propos maintenant dans suru. Mais il doit aller tableau yiwea. Il doit ando suru. Do et nous quelqu'un sur quelqu'un pour de monter pour néant. Do bénin qui magnifique pagaille de conduite de nos ougam mi même béninois. Mais les gens c'est mais il ando suru et ando taw yo meno yo meneleo et pour d'agbedia. Maintenant, tempo bon bio mi dele me bon ton no vi mi. Bona wa no lo da lo me. Bo to na fa bo ko na bio to me tenzane ni ko na wa bo me bi na fu. Jen ko na do ndo mi de su journaliste le do mi de no do bo mi ne no do bo to no si. Mono de to vile do dina abide do ti je file mi le no klebo mi no mo. Mi na do no ton do mi do. Aso na chi economia. Me karamo a oblen de do aso me. We go no to lo fa na fa tan me bi. Me lo propo ni tempo mo te do aso eton. De mi do ko ma do to me ko ma to gan ma be ko wa ni no. E ma si ma ko bo khotagle même si était be 20 milliards numéro propo di on mi na du po na vo na le be taba do ko so vo. Aso de ya no wa ateda so wo. We po zara ko to indu apo na wa. Mo ere mo mi na blogbon. Kaka bo to na yin ko to tanu me bi ne. Eso mele bi ni fo akamare e pronde yo ni tedo no bon nous convenant de nous propos miton. Nous sommes à l'ère du Verseau. Débutée en 2020, cette ère est selon certaines croyances une étape de l'évolution de l'humanité censée être caractérisée par l'importance du progrès, de la technologie, de la pensée scientifique, de la liberté et de la raison critique que nous réserve l'année 2021 à l'ère du Verseau. Le Sri Euseb Arondjinou, instructeur spirituel, nous parle d'une année de puissance et d'énergie spirituelle. Il demande donc à cet effet à tout citoyen de s'auto-purifier. Suivons-le au micro de Jacques Maugnon d'Almeida. La métaphysique de l'être spirituel 2021. Parce que nous sommes d'abord, les premières raisons est que nous sommes à l'ère du Verseau. Et à l'ère du Verseau, c'est l'ère de la connaissance. Mais donc, du coup, nous avons une responsabilité d'aborder les connaissances du spirituel de façon très thématique. Et non toujours de façon mystifiée. Donc, pour nous spirituels, pour nous métaphysiciens, une année est un ère spirituel. Et la comprendre nous permet de mieux vivre avec elle. Et nous permettra de réaliser nos objectifs et nos visions. Donc, les raisons qui m'ont motivé, c'est celle de permettre aux gens de mieux comprendre et de mieux appréhender afin de réaliser la compréhension sur 2021 en tant qu'être spirituel, afin de parfaitement la réussir. Voilà. Et oui. Nous avons rencontré l'être spirituel 2021. Nous l'avons posé les questions. Elle nous a révélé qui elle est. Elle nous a montré son horizon. Et nous-mêmes, nous avons lu dans son archive akashique ce qu'il réserve, cet être spirituel 2021. L'être spirituel 2021 est en tout pour tout d'abord le début des révolutions. Les révolutions spirituelles-matérielles. Ça fait un. C'est une année qui va venir révolutionner. Ça fait un. De deux, c'est une année au cours de laquelle, ou une année, tout ce qui va se passer dans l'année va vous ramener vers la spiritualisation de la conscience. Donc c'est une année qui va vous ramener, c'est qui va amener, quelle que soit votre volonté, à l'éveil, à l'accomplissement de notre éveil spirituel, ou à l'accomplissement de l'éveil spirituel de l'humanité. C'est une année de la révolution. Et quand on parle de la révolution, ça peut être la révolution par la guerre, ça peut être la révolution par la connaissance. L'essentiel est que c'est une année révolutionnaire sous toute forme. Vous voyez? C'est une année
au cours de laquelle la puissance sera en pleine activité. Que ce soit le pouvoir spirituel sera en pleine activité sur la matière. Donc du coup, c'est ceux qui détiennent la maîtrise du pouvoir spirituel, c'est eux qui feront les lois en 2021. Donc c'est une année qui demande simplement, si vous voulez correctement la vivre, de retourner à la spiritualisation de la conscience. Au cours de cette année, vous aurez des phénomènes du jamais vu. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable week-end à toutes et à tous.